Mes chers compatriotes, nous fêtons, si l'on peut dire, ce 29 mai 2025, le 20e anniversaire du 29 mai 2005, le jour où les Français furent appelés par référendum par Jacques Chirac à se prononcer pour ou contre le traité dit constitutionnel européen qui prévoyait de créer une constitution pour l'Europe. Comme vous le savez, ce traité a été rejeté par le peuple français à près de 55% des suffrages le 29 mai 2005 et quelques jours après, le 1er juin 2005, les Néerlandais le rejetaient à leur tour à 62%. Alors, c'est une date importante que nous célébrons pour ces 20 ans, qui sera probablement plutôt un peu masquée par les grands médias, mais qui doit être pour nous l'occasion de réfléchir à la situation et à voir quels enseignements on peut tirer de toute cette affaire. En premier lieu, je voudrais rappeler un petit peu l'origine de tout ça. L'origine, c'est que il y a eu, dans les années 2000, il y a eu toute une série d'élargissements de l'Union européenne consécutifs à l'effondrement du camp socialiste. J'ai déjà eu l'occasion de le répéter de nombreuses fois. L'Union soviétique se désintègre entre 1989 et 1991. Le camp socialiste lui-même se désintègre, et avec des problèmes politiques, des problèmes de niveau de vie, d'effondrement des économies, etc. Et en 2001, donc au cours d'une tournée en Europe occidentale, le président George W. Bush, président des États-Unis, fait savoir que c'était à l'université de Varsovie qu'il fait un bon accueil à une Europe vraiment unie. Les États-Unis d'Amérique insistent énormément pour que l'ensemble des pays de l'Europe de l'Est entrent d'abord dans l'OTAN et ensuite dans l'Union européenne, d'où la formule de George Bush. On remarquera tout de suite, d'ailleurs, au passage, à quel point tous ceux qui ont voulu faire croire que la construction européenne avait été conçue comme un contrepoids aux États-Unis d'Amérique, évidemment ne savaient plus quoi dire, puisque vous voyez, les Français pouvaient constater que c'était les États-Unis eux-mêmes qui poussaient à ce que le maximum d'États de l'Est entrent dans l'Union européenne. Je vous renvoie à mes conférences que j'ai faites sur le sujet. Je vous renvoie ici à des conférences que j'ai faites sur le sujet et où j'ai expliqué que les États-Unis d'Amérique, qui sont de toute façon à l'origine de la construction européenne depuis la déclaration de Robert Schuman de 1950 et avec derrière à la manœuvre Jean Monnet d'un côté, le français Jean Monnet, et de l'autre côté Dean Acheson, le secrétaire d'État américain à la fin des années 40. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que la construction européenne avait été un moyen pour les États-Unis d'Amérique de se créer une espèce de glacis géopolitique sous leur domination sans y apparaître. Mais l'élargissement qui a été prévu par les États-Unis d'Amérique ensuite, les élargissements ont été l'application par les États-Unis d'un stratagème chinois qui s'appelle le stratagème des chaînes, que l'on trouve dans le livre des 36 stratagèmes. C'est un stratagème chinois qui a été inventé à l'époque Ming et qui consiste, c'est très intelligent, et qui consiste à ligoter de façon artificielle une armée pour l'empêcher d'avoir une capacité de manœuvre et finalement pour être conduite au désastre. Si vous y réfléchissez bien, plus il y a d'États qui entrent dans l'Union européenne, et moins ça marche, puisque l'on additionne des intérêts nationaux divergents et opposés. Évidemment, comme il faut s'entendre sur tout, notamment avec le vote à l'unanimité, eh bien, on aboutit à des situations de blocage. Alors c'est en perspective de ces situations de blocage que les dirigeants européens voyaient évidemment arriver, et qu'ils avaient d'ailleurs pu constater, puisqu'il y avait déjà eu des élargissements depuis l'Europe des Six. Je rappelle que l'Europe des Six avait été créée en 1957, avec la France, l'Allemagne fédérale, l'Allemagne de l'Ouest, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie. Et puis qu'ensuite, il y avait eu des élargissements à 9 en 1972 avec le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Ensuite, il y avait eu un élargissement à 10 en 81 avec l'entrée de la Grèce. Ensuite, un élargissement à 12 avec l'entrée du Portugal et de l'Espagne
en 1992 et ensuite en 1995 un élargissement à 15 avec l'entrée de la Finlande, de la Suède et de l'Autriche. Et à chaque élargissement, on s'était aperçu que l'ensemble devenait de plus en plus ingérable. Et là, il était question, à partir de 2000, des années 2000, de faire entrer de nouveaux États, 10 nouveaux États. C'est dans la perspective de ce très grand élargissement aux pays de l'Est, sur lequel on n'avait absolument pas consulté d'ailleurs les Français, c'est dans la perspective de cet élargissement qu'a été lancé à Laeken, c'est une ville dans la banlieue de Bruxelles en Belgique, au château de Laeken, lors d'un sommet européen, avait été lancée l'idée de faire une convention sur l'avenir de l'Europe qui réfléchirait aux moyens de mieux faire marcher cet ensemble. Et la présidence de cette convention avait été confiée à l'ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, toujours pro-européen et toujours prompt à essayer de montrer qu'il existait toujours politiquement, et donc de s'être mis pour se mettre en avant. Cette convention sur l'avenir de l'Europe, donc, dont le principe avait été arrêté donc, au sommet de Laeken en 2001, avait commencé à se réunir en 2003, parce que tout est toujours très long, et donc il y avait eu, Valéry Giscard d'Estaing avait rassemblé autour de lui des représentants des 15 États membres de ce qui était à l'époque l'Union européenne depuis 1992, depuis le traité de Maastricht, pour réfléchir à comment faire pour qu'un attelage qui passerait de 15 à 25 puisse mieux fonctionner. Et puis déjà, on expliquait à l'époque que c'était une création de fonctionnaires qui n'était pas assez démocratique. Donc comment améliorer le fonctionnement démocratique de toute cette affaire? Évidemment, tout ça, c'était de la poudre aux yeux. J'explique depuis 18 ans que si l'Europe n'est pas démocratique, c'est qu'elle ne peut pas l'être, tout simplement parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas de solidarité naturelle éprouvée entre les Portugais et les Finlandais, les Irlandais et les Grecs, les Français et les Allemands, etc., etc. Donc on postule l'existence d'un peuple européen qui, en fait, n'existe pas. Il n'y a qu'une juxtaposition d'intérêts nationaux qui sont très largement et très souvent opposés les uns aux autres. Donc on demandait en fait à Valéry Giscard d'Estaing c'était une espèce de ce qu'un mathématicien appellerait une équation surdéterminée. C'est-à-dire, en fait, il y avait trop de contraintes pour pouvoir résoudre l'équation. Et donc, on lui avait donné le bébé, et qui était de parvenir à ce projet d'un nouveau traité. Valéry Giscard d'Estaing, qui avait une certaine idée, non pas de la France, mais une certaine idée de sa personne, avait décidé de bâtir une constitution pour l'Europe. Alors ça, c'était très important à comprendre, c'est que Valéry Giscard d'Estaing s'était dit que ça allait politiquement le servir et qu'il allait être l'équivalent du Thomas Jefferson des États-Unis. Je rappelle que Thomas Jefferson, c'est celui qui avait été à l'origine de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et donc Giscard s'était dit, c'est une très bonne affaire. Avec cette opération, je vais proposer une constitution pour l'Europe et l'histoire, pendant les siècles des siècles, retiendra que moi, Valéry Giscard d'Estaing, j'ai été celui qui a fait la première constitution de ce qu'allaient devenir les États-Unis d'Europe. Alors il ne l'a jamais dit tel quel, mais c'était bien ça qu'il avait à l'esprit. Et s'il n'a pas dit tel quel qu'il voulait ressembler à Thomas Jefferson et créer les États-Unis d'Europe, il a quand même bien décidé d'appeler ça Constitution européenne. Alors ça a été un des points tout à fait fondamentaux sur cette question, c'est que à partir du moment où Giscard appelait ça Constitution, dans l'ensemble des 15 pays de l'Union européenne, les gens, les peuples notamment, mais les gouvernements aussi, ont pris ça très au sérieux. Beaucoup plus au sérieux, finalement, que si ça avait été un simple traité nouveau. Et les gens se posaient des questions. En particulier, il y a eu un débat au Royaume-Uni. Je rappelle que le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne. Le Brexit n'a eu lieu qu'en 2020. Le référendum sur le Brexit a eu en 2016. Et la sortie définitive de l'Union européenne du Royaume-Uni n'a eu lieu qu'en 2020, donc bien après. Mais donc nous sommes en 2003-2004 pendant cette convention sur l'avenir de l'Europe.
Et il y avait eu un débat au Royaume-Uni avec le Premier ministre de l'époque, qui était Anthony Blair, et il y avait des téléspectateurs qui pouvaient poser des questions. Et l'un des téléspectateurs avait posé la question au Premier ministre britannique, mais pourquoi est-ce qu'il faut une constitution européenne, puisque nous n'avons pas de constitution. Il n'y a pas un document en Angleterre qui s'appelle Constitution. C'est essentiellement du droit coutumier qui régit les institutions britanniques. Et ce qui était intéressant, c'était la réponse du Premier ministre britannique de l'époque, qui avait répondu « Écoutez, on appelle ça Constitution parce que ce sont les Français qui ont voulu appeler ça Constitution, mais pour nous, ça n'a aucune importance. Pour nous, ça n'est jamais qu'un traité international supplémentaire. » Alors ça, c'est vraiment tout à fait fondamental à comprendre. C'est que, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de l'expliquer, c'est qu'en fait, on ne peut pas vraiment avoir une constitution européenne, tout simplement parce que les peuples et les langues ne disent pas la même chose, ne pensent pas la même chose derrière le même mot. Voilà. Les Français adorent les constitutions, on est d'ailleurs les champions du monde du nombre de constitutions. Depuis la première constitution qui a eu lieu, qui a été élaborée en 1791. La Constitution de 1791 a eu pour effet de faire de la France une monarchie constitutionnelle. Louis XVI, qui auparavant était appelé le roi de France, par la grâce de Dieu, d'un seul coup est devenu le roi des Français, par la volonté du peuple français. C'était un renversement de ce que l'on appelle l'invention de la souveraineté populaire, de la souveraineté nationale, c'est-à-dire que le roi ne tirait plus son pouvoir du ciel et de Dieu, il le tirait de la volonté du peuple. Depuis cette constitution de 1791, nous avons été les champions du nombre de constitutions et de réformes constitutionnelles, puisqu'on en est à la Ve République, et dans cette Ve République dont la Constitution a été adoptée le 4 octobre 1958, il y a eu un grand nombre de modifications, de réformes constitutionnelles, notamment par exemple sous Jacques Chirac, qui a été président de la République pendant 2 mandats de 7 ans puis 5 ans, donc pendant 12 ans président de la République. Jacques Chirac, je crois, a procédé à 8 réformes constitutionnelles, ce qui montre que le texte de la Constitution en France est considéré à la fois comme le texte essentiel qui gère les institutions, mais un texte que l'on peut changer, modifier un peu à volonté, quitte à perdre d'ailleurs complètement de vue le sens de ce que c'est qu'une constitution. Normalement, ça réglemente les pouvoirs publics, ça ne fixe pas des politiques. Or, depuis quelques années, on a eu une dérive dans cette direction. Lorsque Nicolas Sarkozy a fait intégrer dans la Constitution française, dans les articles 88, le principe que la France participe à la construction européenne, ce qui est quand même tout à fait anormal de mettre ça dans une Constitution, et récemment les modifications comme l'intégration de l'avortement dans le droit à l'IVG dans la Constitution, et tout ça, il s'agit progressivement de verrouiller en fait les choix politiques d'un peuple. Alors que normalement, à l'origine, une constitution, ça réglemente simplement le fonctionnement des pouvoirs publics et l'organisation des contre-pouvoirs, ce qui a été complètement perdu de vue d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'une des raisons de la situation de la France aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus vraiment de contre-pouvoirs. Donc Giscard s'était dit « je vais faire une constitution » parce qu'il était baigné de cet esprit français. C'est que depuis 1791, une constitution, c'est un événement historique très important. Bien. Au Royaume-Uni, on ne sait pas ce que c'est qu'une constitution. En Allemagne, c'était encore autre chose, puisqu'en Allemagne, la constitution, ça se dit Verfassung. Ça n'est pas du tout la même étymologie que le mot français constitution. En français, constitution vient du latin cum statuere, c'est-à-dire se réunir ensemble, cum statuere, on se réunit et puis on fixe le cadre d'un travail. Et donc on peut se réunir 50 fois et changer 50 fois le travail. Alors que pour les Allemands, la constitution, ça s'appelle die Verfassung, ça vient du verbe fassen qui veut dire ligoter, c'est le lien, et faire, le préfixe faire, ver, qui signifie fermement, pour toujours, éternel. Voilà. Donc die Verfassung, ça veut dire, si on pouvait traduire de façon un petit peu imagée, mais c'est vraiment le sentiment qu'emporte la langue allemande, ça veut dire le lien éternel, le lien définitif. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'y a pas de réforme constitutionnelle en Allemagne et que la loi fondamentale des Grundgesetz, qui est une autre formule utilisée par les Allemands pour parler de la Constitution, est considérée comme quelque chose d'absolument intouchable. Alors,
Giscard a donc lancé son projet, il a réuni un certain nombre de gens, et puis ça a débouché donc en 2004 à ce traité constitutionnel européen qui a été signé par les chefs d'État et de gouvernement des 15 États. Qu'est-ce que contenait ce texte constitutionnel européen, qui se prétendait donc une constitution, parce que Giscard voulait faire plaisir, mais qui en réalité était un traité européen supplémentaire, comme l'avait dit le Premier ministre britannique. Ben, on a découvert que dans ce texte, il y avait la reprise des traités européens antérieurs, puisque j'ai déjà expliqué que depuis le traité de Rome, tous les traités européens sont un peu comme les poupées russes. On reprend les premiers articles, puis on en ajoute d'autres, on modifie la numérotation, plus personne n'y comprend rien d'ailleurs, mais on ajoute des politiques, la politique agricole, la politique avec le traité de Maastricht, on a créé par exemple la politique étrangère et de sécurité commune, on a créé l'espace judiciaire, on a créé l'espace Schengen, on a créé avec le traité de Maastricht la politique monétaire et la création de l'écu qui est devenu l'euro, etc. Donc à chaque fois, c'était des politiques complémentaires. Et Giscard, on lui demandait de prendre tout cet acquis et d'essayer de le mieux faire fonctionner. Donc il a repris tout cet acquis et il a essayé de mieux le faire fonctionner. Comment ? Il a considéré, et les gens qui étaient avec lui, qu'il fallait un petit peu démocratiser l'affaire. Alors démocratiser, ça voulait dire quoi ? D'abord, pour rendre plus efficace, l'idée, ça a été de donner la personnalité juridique à l'Union européenne. L'Union européenne pouvant signer elle-même des traités. Ce qui était un pas, et bien entendu très important, vers une Europe fédérale. Deuxièmement, il y avait l'idée d'avoir un hymne national, un drapeau européen. Donc il y avait le drapeau bleu aux étoiles d'or qui avait été déjà adopté en 1995, qui était en fait ancien drapeau du Conseil de l'Europe. C'est un drapeau aux origines d'ailleurs crypto-religieuses et crypto-mariales. Donc ça, c'était le drapeau bleu aux étoiles d'or. Il y avait l'hymne européen qui est une reprise donc de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie. Il y avait donc une monnaie et on allait vers cette direction. Mais c'est pas tout. Il avait été décidé qu'il y aurait aussi une plus grande place donnée au Parlement européen qui pourrait mieux intervenir, parce qu'auparavant, le Parlement européen était essentiellement une chambre de consultation et d'enregistrement. Là, il y avait l'idée de donner un pouvoir de codécision au Parlement européen sur un plus grand nombre de décisions. Pas d'avoir l'initiative des lois, mais puisque l'initiative des lois revenait à la Commission européenne, le monopole, mais en revanche d'avoir son mot à dire de façon plus précise sur un certain nombre de sujets. Et ça, c'était perçu comme étant un progrès vers une prise en compte des peuples. Il y a eu un débat très important qui a agité le Landerneau à cette occasion, c'était la question de l'héritage chrétien. Il faut savoir qu'à l'époque, on est en 2003-2004, on est à la fin du pontificat de Jean-Paul II, qui est très malade, qui a la maladie de Parkinson, qui décédera d'ailleurs en 2005. Mais on est dans une perspective où Jean-Paul II est très déçu en fait de l'évolution de l'Occident et il veut faire inscrire, le Vatican insiste pour faire inscrire dans cette constitution européenne, puisqu'il paraît-il que l'on veut faire œuvre historique, Jean-Paul II et les partis démocrates chrétiens à travers l'Europe insistent pour faire inscrire dans la constitution européenne l'héritage chrétien. C'est une idée qui est soutenue notamment en Allemagne par Angela Merkel, qui est la chancelière d'Allemagne, qui est chrétienne démocrate. C'est une idée qui est extrêmement poussée par les Polonais. Jean-Paul II, comme vous le savez, c'est le pape polonais, d'origine polonaise. La puissance de l'Église catholique est très importante en Pologne, donc la Pologne fait du forcing. Et à contrario, il y a à l'opposé la France avec la République française qui se veut très laïque et qui donc dit qu'il est hors de question de mentionner l'héritage chrétien. Jacques Chirac monte au créneau. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette position. J'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer sur la Constitution française. On peut très bien avoir un pays laïque, donc qui n'a pas de religion d'État, où tout le monde peut avoir sa religion, sans pour autant méconnaître l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a en effet
des origines chrétiennes à l'Europe. Ce qui d'ailleurs n'était pas l'avis de tout le monde, puisque M. Moscovici, qui aujourd'hui est à la tête de la Cour des comptes, qui était un des ministres socialistes, s'était fait remarquer par une déclaration qui avait fait beaucoup jaser en disant qu'il était très douteux que l'Europe ait des origines chrétiennes. Ce qui est vraiment se moquer du monde, puisque justement, l'Europe, ça a été bâti par l'héritage chrétien, l'héritage gréco-romain, mais quand même d'abord et avant tout l'héritage chrétien. Voilà, donc en matière d'amélioration dans le fonctionnement, il y avait aussi l'idée qu'il n'y aurait pas forcément, les États n'auraient pas forcément tous un commissaire européen, donc c'était une rupture avec l'existant, puisqu'on allait passer de 15 à 25 États. Et donc, on allait vers une espèce d'États-Unis d'Europe qui ne disait pas leur nom. Le mot États-Unis d'Europe n'était pas mentionné, mais il était quand même dans beaucoup d'esprits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, comme vous le savez, les chefs d'État et de gouvernement ont donc signé ce document. Je crois que c'était le 19 octobre 2004. Mais comme je l'explique toujours, un traité international, après avoir été signé par des plénipotentiaires, doit être ratifié. Et pour la ratification, eh bien, il y a toujours deux formes possibles. La première forme, c'est de la faire ratifier par le Parlement. Alors selon, ça dépend des États. En France, si c'est par tel ou tel, par l'Assemblée nationale qui ratifie, et le Sénat, l'Assemblée nationale en dernier recours. Il y a d'autres pays où c'est simplement la Chambre basse. Et puis il y a d'autres pays, il y a même des pays comme l'Allemagne, par exemple, où le référendum est interdit depuis Hitler. Donc là, c'est forcément une ratification parlementaire. Mais il y a des pays, dont la France, mais pas seulement la France, c'est vrai au Danemark, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai en Espagne, c'est vrai dans toute une série d'autres pays, où un traité peut être ratifié par un référendum. Alors, c'est là qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement au sein des 15 pays de l'Union européenne qui se sont dit « c'est quand même quelque chose de très important, ça s'appelle la Constitution ». C'est là où Giscard a été puni, en fait, par là où il avait péché. Si on avait appelé ça un traité, peut-être que ce traité aurait été ratifié en catimini, comme l'avait été le traité d'Amsterdam ou le traité de Nice auparavant, voilà, ni vu ni connu, sans référendum. Mais à partir du moment où on avait appelé ça Constitution européenne, il y a un certain nombre de pays qui se sont dit on va faire des référendums. Alors, pour que ma présentation soit parfaitement exhaustive, il faut que je précise qu'il y avait donc 15 États membres de l'Union européenne, mais il y en avait 10 nouveaux qui allaient entrer en 2005. Il avait donc été convenu que ces 10 nouveaux États, qui devaient par ailleurs signer puis ratifier le traité d'adhésion à l'Union européenne, puisqu'ils n'en étaient pas encore membres, devaient par la même occasion signer et ratifier cette Constitution européenne. D'ailleurs, parfois, c'était dans le même mouvement. Ils ratifiaient à la fois le traité d'adhésion et le traité sur la Constitution européenne. De telle sorte qu'en fait, il n'y avait pas 15 États qui étaient concernés, mais les 25 qui devaient avoir lieu, puisqu'il y avait donc tous les 10 nouveaux États de l'Est, à quoi s'ajoutaient Chypre et Malte, pour passer de 15 à 25. On n'avait d'ailleurs jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord. On ne leur a jamais demandé aux Français s'ils sont d'accord pour faire entrer dans l'Union européenne l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Baltes, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Bulgarie. Enfin, la Bulgarie et la Roumanie sont entrés uniquement plus tardivement, en 2007, 2 ans après. Mais Chypre ou bien Malte, ça, on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Ça leur a été imposé. Alors, parmi ces 25, eh bien, il y a eu une diversité très, très, très importante de situations, avec certains États qui refusaient de ratifier la Constitution européenne autrement que par le Parlement. J'ai dit qu'en Allemagne, c'est impossible d'avoir un référendum, mais il y a d'autres États qui avaient dit « Ouh là 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 là, c'est très dangereux, nous, on va plutôt faire ça par les parlements, parce que si on demande au peuple, c'est pas du tout certain qu'ils acceptent. » Et puis il y a quand même d'autres États qui se sont dit « On va faire ça par référendum ». Et parmi les États qui se sont dit qu'ils allaient faire ratifier par référendum, il y en a eu quand même plusieurs. Il y a eu le Portugal, l'Espagne, la Pologne, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Irlande
et la France, Jacques Chirac a dit qu'il allait faire ratifier. On en était là, donc Chirac annonce qu'il va faire ratifier par référendum, et la décision est prise en fin 2004, donc, et le référendum est organisé pour le 29 mai 2005. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu donc le vote au Parlement pour ce traité constitutionnel européen, il y a eu plus de 80% des députés, des parlementaires français qui ont voté en faveur de la Constitution européenne. Les médias que l'on connaît, qui étaient tous pro-européens, pro-européistes, et des instituts de sondage que l'on connaît aussi, ont fait savoir que le peuple français voterait sans problème la ratification par référendum. Des sondages indiquaient fin 2004 qu'il y aurait à peu près 75% de oui et 25% de non. C'est sans doute une des raisons. C'est pas la seule possible. Il y a d'autres raisons possibles. Je vous ferai part de mes intuitions personnelles. Mais c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Jacques Chirac a décidé d'avoir recours au référendum. Ce qui n'allait pas toujours de soi d'ailleurs. Valéry Giscard d'Estaing lui-même avait dit « Je suis d'accord pour avoir recours au référendum à condition que la réponse soit oui ». Ça fait partie de ces déclarations qui sont restées dans les mémoires. Il y a eu aussi une déclaration après le nom notamment de Dominique Strauss-Kahn qui avait dit « J'ai toujours pensé qu'il fallait jamais organiser de référendum ». Parce qu'il y avait quand même toute une partie de gens d'européistes qui se méfient du peuple français et qui s'étaient dit c'est quand même bien audacieux de faire voter par référendum la ratification de ça, sachant quand même que les Français étaient quand même très mécontents de la situation. Je rappelle quand même que Chirac avait été élu en 1995. Je rappelle que sur les conseils mal avisés de Dominique de Villepin, il avait dissous l'Assemblée nationale en 1997, pensant qu'il allait obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale. Et en fait, il s'était ramassé la période de cohabitation avec Lionel Jospin. Et je rappelle qu'en 2002, au premier tour de l'élection présidentielle, Lionel Jospin n'avait pas franchi l'étape du premier tour et que Chirac s'était retrouvé face à Jean-Marie Le Pen. C'est le fameux 21 avril 2002. Ce qui montre quand même que l'état d'esprit à l'époque était quand même, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y avait quand même déjà beaucoup de Français qui regimbaient devant ces questions européennes. Donc un certain nombre de politiciens s'étaient dit c'est très très audacieux, c'est très dangereux d'avoir recours au référendum. C'était notamment le cas des socialistes, mais il s'est trouvé qu'il y a une autre personne qui est intervenue dans le dispositif pour bien comprendre les événements historiques tels qu'ils se sont passés. C'est qu'à la surprise générale, Laurent Fabius, ancien Premier ministre de François Mitterrand, membre éminent du Parti socialiste, a appelé à voter non. Alors ça a fait un tremblement de terre extraordinaire dans la scène politique française. Il a expliqué qu'il avait regardé, que le compte n'y était pas, que c'était pas assez démocratique, que ci et que ça. Mais évidemment, le problème qu'il y a, c'est que ce qui était prévu à l'origine, c'est qu'il y aurait ce qu'on appelle les extrêmes qui appelleraient à voter non. Le Front National de Jean-Marie Le Pen avait déjà dit qu'il appellerait à voter non. Le Parti communiste français avait déjà dit qu'il appellerait à voter non. Et l'on imaginait volontiers que ce serait en gros le centre, c'est-à-dire les centristes, les socialistes qui voteraient oui dans leur majorité, avec toujours le problème du RPR. Est-ce qu'ils appelleraient à voter oui? Est-ce qu'ils appelleraient à voter non? Sachant que le RPR s'était déjà fracturé aux élections européennes de 1999 suite au traité d'Amsterdam qui avait transféré les questions migratoires à l'Union européenne dans le dos des Français. C'est à ce moment-là que Charles Pasqua avait fait dissidence du RPR avec l'aide de Philippe de Villiers pour créer leur propre liste aux élections européennes de 1999 et ensuite pour créer le RPF qui était une dissociation du RPR. Donc c'est dans ce contexte qui était quand même un petit peu incertain que Laurent Fabius, assez probablement pour des raisons de politique personnelle, pour essayer de revenir dans le jeu politique, puisque Laurent Fabius son image a été très très largement plombée par l'affaire dite du sang
contaminés par les malades du sida, vous connaissez cette histoire. Et donc Florent Fabius, pour essayer de se redonner une jeunesse politique, pour essayer de revenir dans le jeu politicien, eh bien il avait appelé à voter non. Or ça a beaucoup changé la donne, puisque ce qui était prévu normalement dans les médias, c'était de refaire le coup du traité de Maastricht de 1992 et d'expliquer que le camp de la raison, qui allait à l'époque de Chirac jusqu'à Mitterrand aux socialistes, tout ça appelait à voter oui, et que seuls les extrêmes, les communistes et le Front National votaient non. Donc les gens se disaient je vais voter oui, moyennant quoi d'ailleurs le traité de Maastricht n'avait été adopté que sur un fil, qu'à un cheveu, avec 51% des suffrages. Mais là, dans la mesure où Laurent Fabius, ancien Premier ministre de Mitterrand et donc un des hiérarques du Parti socialiste, appelait à voter non, d'un seul coup, le narratif consistant à dire que seuls les extrêmes appelaient à voter non, eh bien, a eu du plomb dans l'aile. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, la campagne électorale sur le référendum de 2005, du 29 mai 2005, qui avait été fixé par Jacques Chirac, a commencé à mal tourner, en fait. Et puis, à ce moment-là, un certain nombre de gens ont commencé à s'intéresser au fond du sujet. C'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'une personnalité est apparue sur la scène politique française, et qui est Étienne Chouard, qui était un professeur qui était dans le sud de la France, que personne ne connaissait, mais qui avait créé un blog et qui a été l'un des premiers à prendre l'initiative de regarder minutieusement le texte, de décrypter le texte minutieusement article par article et de critiquer férocement ce qu'il y trouvait. Il a participé d'un mouvement général de gens qui se sont dit « mais au fait, qu'est-ce qu'on veut exactement nous faire voter ?» Alors c'est là qu'on trouve de nouveau le problème du titre Constitution européenne qui avait été inventé par Giscard, c'est que si Étienne Chouard, qui était un professeur comme ça, qui est sorti de l'anonymat en s'intéressant à ça, si Laurent Fabius s'est dit « je vais me refaire un petit coup de politique, etc. », c'est justement parce que tout le monde politique était fasciné par le mot de Constitution européenne. Il n'y avait pas eu du tout le même intérêt pour les traités de Nice, les traités d'Amsterdam, même si les traités de Nice et d'Amsterdam étaient, surtout le traité d'Amsterdam, ou le traité de Nice d'ailleurs, ont été très importants dans l'évolution des institutions européennes. Et c'est aussi parce que ça s'appelait Constitution européenne que Jacques Chirac avait décidé de faire un référendum. Et c'est là que le piège s'est refermé sur les européistes. C'est que les gens ont commencé à regarder la Constitution européenne, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Plus exactement, ils n'avaient jamais regardé les traités européens. Et ils ont découvert que ce texte appelé Constitution européenne n'était en fait qu'un traité européen supplémentaire et qui dressait toute une liste de politiques, notamment en matière de libre circulation des capitaux, libre circulation des hommes et des marchandises. Mais ça, c'était le traité de Maastricht, en fait, qui était repris par Giscard. Et donc il y avait une pensée ultralibérale qui, sur la libre concurrence, la concurrence libre et non faussée, tout ça n'avait pas du tout été inventé par Giscard. Il l'avait repris dans son texte qu'il avait appelé Constitution européenne. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de gens, et notamment de gens de gauche, mais aussi des gens de droite, qui se sont dit « mais c'est pas une constitution ce truc-là, c'est qu'on nous verrouille en fait notre avenir ». Ce qui était en fait un quiproquo assez fabuleux, puisque les gens se sont mis à critiquer les dispositions de ce projet de constitution européenne, qui en fait étaient des dispositions qui existaient depuis le traité de Rome de 1957, notamment sur le marché commun, ou d'autres qui dataient de 1992 sur la libre circulation des mouvements de capitaux, qui dataient même de l'acte unique de 86. C'est-à-dire que la critique, les gens qui ont appelé à voter non à la Constitution européenne, ont été amenés par les événements à s'intéresser à l'ensemble du contenu et ont été amenés par les événements à s'opposer à des articles qui revenaient au traité de Maastricht de 92, à l'acte unique de 86 ou même au traité de Rome de 1957. C'est-à-dire que c'est tout l'édifice européiste qui était désormais sous le feu des critiques. Ce qui a été évidemment panique à bord chez les européistes et où Laurent Fabius, qui lui-même avait appelé à voter non, a fait l'objet
politique de dénigrement phénoménale émanant de Strauss-Kahn, de François Hollande, qui l'ont considéré comme un traître, mais évidemment qui ouvrait le jeu. Alors, les gratifications ont commencé à avoir lieu dans les pays de l'Est. La Lettonie, je crois, était l'un des tout premiers à signer et ratifier le traité d'adhésion et, par le même mouvement, le traité constitutionnel européen. Donc les ratifications se sont faites notamment dans les pays de l'Est, ici ou là. Et puis il y a le premier pays qui a fait un référendum, c'est l'Espagne, qui a fait son référendum et où le oui l'a emporté. Le peuple espagnol a voté oui au traité constitutionnel européen. Et nous arrivons donc à 2005, au mois de mai. Entre-temps, compte tenu de ce que je viens de dire, l'évolution des esprits avait fait que les sondages qui donnaient 75% de oui, 25% de non au mois d'octobre-novembre 2004 ont commencé à évoluer beaucoup, le pourcentage de oui commençant à diminuer, le pourcentage de non commençant à monter. Avec des débats qui ont scandé la campagne, et notamment un fameux débat où Jacques Chirac avait fait venir 80 jeunes, puisqu'il paraît que la construction européenne est plébiscitée par les jeunes, s'adresse aux jeunes. Et il avait donc fait venir 80 jeunes qui avaient, paraît-il, été tirés au sort. Mais dans ce débat, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de critiques émanant de jeunes qui avaient 20 ans, 22 ans, qui lui posaient des questions et qui montraient qu'il y avait très peu d'attirance, en fait, pour la construction européenne. Et donc Chirac s'y était mal pris. Il avait manqué d'arguments. Il avait utilisé des arguments en disant que si jamais on votait non, nous serions le mouton noir de l'Europe. Alors cette expression de mouton noir avait fait florès dans les médias les jours suivants. Et en réalité, Chirac avait complètement foiré cette émission. Au point que ça a été un des points tournants de la campagne, c'est que le camp européiste a commencé à vraiment prendre peur. Mon intuition personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que je me suis toujours demandé, pour avoir vécu de près ces événements, puisque moi j'étais à l'époque encore un peu près de Charles Pasqua, qui avait appelé à voter non, je me suis toujours demandé si en fait Jacques Chirac, derrière cette histoire de référendum, n'avait pas secrètement voulu que ce soit le non qui l'emporte. D'une part parce que la haine de Chirac pour Giscard était devenue légendaire, mais c'est pas seulement la raison. C'est que Chirac m'a plusieurs fois donné l'impression de son vivant de se déclarer en faveur de la construction européenne parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, semble-t-il, c'est ce qu'il avait intégré pour devenir président de la République. Mais secrètement, c'était quand même quelqu'un qui avait été formé au gaullisme, qui avait quand même été un ministre de Pompidou, qui avait quand même connu Charles de Gaulle quand il était jeune secrétaire d'État à l'emploi. Et moi, à la fin de sa carrière politique, je pense que Chirac avait de sérieux doutes sur les évolutions de l'Europe. Et si un non l'emportait au référendum qu'il avait organisé, finalement, il n'aurait pas forcément été très mécontent. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, tous les observateurs ont été surpris du ton quasiment badin avec lequel il a pris le non au référendum. De métropole, d'outre-mer et de l'étranger, la France s'est démocratiquement exprimée. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. En attendant, il a fait cette émission avec les jeunes qui a été un échec, et puis les sondages ont commencé à montrer que le non l'emportait, que le non se rapprochait, puis à un moment se croisait, et on était à 50-50, et même 51 pour le non, 49 pour le oui, avec un état de panique à bord. Il faut savoir que il y a eu, d'après les calculs du CSA, 71% du temps de parole à la télévision française en faveur du oui, et seulement 29% en faveur du non. Ce qui était très déséquilibré, mais qui était moins déséquilibré que ce qui s'était passé pour le traité de Maastricht, puisqu'à Maastricht, il y avait eu plus de 85%, je crois, du temps de parole qui avait été donné aux partisans du oui. Alors évidemment, avec 71% du temps de parole pour le oui, les partisans du oui espéraient quand même que le oui l'emporterait, puisque c'est comme ça qu'on manipule en France les élections. J'ai déjà eu 50 fois l'occasion d'expliquer
que quand vous avez, comme moi, 0,0% du temps de parole, il ne faut pas s'attendre à faire des résultats mirobolants, parce que tout simplement, les gens ne vous connaissent pas et ne connaissent pas vos arguments. Pourquoi est-ce que Macron a été élu en 2017 ? C'est parce qu'il a eu, avant le premier tour, il a eu un temps de parole absolument inimaginable, et pendant la campagne, il a eu 25 ou 28% du temps de parole et presque 50% du temps d'antenne. Donc c'est comme ça qu'on a forcé les Français à voter pour lui. C'était le calcul qui avait été fait en 2005. Les européistes se sont dit, avec 71% de temps de parole pour le oui, eh bien, ça devrait marcher. Il y a eu toute cette histoire, je pourrais en parler pendant des heures, parce qu'elle est vraiment très intéressante à de nombreux égards. Et il y a eu quelques moments tout à fait cocasses. Il y avait eu un moment qui avait été très, très rigolo, très risible. C'est lorsque Johnny Hallyday, qui avait été convoqué dans les médias, il était passé, je ne sais plus si c'était sur France Inter, RTL ou Europe 1, parce qu'il appelait à voter oui. Parce qu'on en était là. C'est-à-dire qu'il y avait une telle panique dans le camp du oui qu'on cherchait ce que les gens de marketing appellent des prescripteurs d'opinion. On cherchait des vedettes, des chanteurs, etc., qui pourraient inviter les électeurs un peu ignorants, ne s'intéressant pas beaucoup à la politique, leur dire voilà ce qu'il faut faire. Et comme comme tout le monde sait que Johnny Hallyday était un chanteur extrêmement populaire, on avait invité Johnny Hallyday qui avait appelé à voter oui. Sauf que ça s'était soldé par une espèce de situation absolument grotesque. C'est que Johnny Hallyday, à un moment, on lui dit alors vous appelez à voter oui. Il avait dit oui, moi j'appelle à voter oui parce que moi je me sens très européen, il faut absolument voter oui. Moi je me sens chez moi en Europe, je me sens chez moi quand je vais, je sais pas, aux Pays-Bas, quand je suis en Allemagne, quand je suis en Italie, quand je suis au Maroc, etc. Je me sens chez moi. Alors évidemment, ça avait été l'éclat de rire général sur la scène politique française parce qu'on avait l'impression que Johnny ça n'avait pas bien percuté que le Maroc n'était pas dans l'Union européenne. Et il avait au passage ruiné son narratif, puisque d'un seul coup, il avait attiré l'attention sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour avoir des relations avec des pays qui sont en dehors de l'Union ou dans l'Union européenne. Au bout du compte, le référendum du 29 mai 2005 s'est tenu. Pour ma part, j'ai voté non, et comme j'avais voté non d'ailleurs au traité de Maastricht, et le soir du référendum, il y a eu 55%, alors 54,75%, je ne sais plus combien, enfin 55% des Français qui ont voté non au traité sur la Constitution européenne. Donc d'ailleurs, il est intéressant de regarder la carte. On s'aperçoit que s'agissant de la France métropolitaine, l'écrasante majorité des départements de France ont voté non, avec le record, je crois, a été dans le Pas-de-Calais, où il y a eu plus de 62 ou 65% de non. Il y a eu en revanche quelques départements qui ont voté majoritairement oui. D'une part, Paris intramuros et les Hauts-de-Seine où il y a des quartiers très, très chics. Donc c'était un vote plutôt des gens aisés. Pareil pour le département du Rhône avec la ville de Lyon. Pareil pour le département de Haute-Savoie, avec Annecy, où là aussi il y a des gens aisés et puis qui sont plutôt de droite. Pareil avec le département du Bas-Rhin, avec la ville de Strasbourg, puisque un certain nombre d'Alsaciens du Bas-Rhin, pas du Haut-Rhin, le Haut-Rhin avait voté non, mais le Bas-Rhin avait voté majoritairement oui, puisque vous savez que c'est à Strasbourg que se trouve d'ailleurs un des deux hémicycles du Parlement européen. Et puis ici, ajouté à ça, la Bretagne, quasiment tous les départements bretons et même la Loire-Atlantique avaient voté oui. Donc c'était une singularité par rapport au reste de la France, à une seule exception, qui est le département des Côtes-d'Armor, qui est traditionnellement un département beaucoup plus à gauche. Et on s'est aperçu que le vote de gauche, et notamment l'influence de Fabius, avait été tout à fait déterminante pour inciter un certain nombre de gens de gauche, d'électeurs de gauche, à voter non, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait parce qu'ils auraient été sensibles au discours contre les extrêmes. On aurait dit, si vous votez non, vous votez comme Le Pen, comme Villiers, comme Pasqua, comme, je sais pas, Robert Hue, ou comme l'extrême gauche, Laguille, etc. Alors que là, ils disaient, non, moi je vote comme Laurent Fabius. Voilà.
S'agissant de... Ça, c'est de la France métropolitaine. S'agissant de l'outre-mer, tout l'outre-mer avait voté oui, sauf quand même l'île de la Réunion, qui est le département le plus peuplé de l'outre-mer et celui qui sociologiquement est le plus proche peut-être de la composition de la métropole. Et puis également, je crois, la Nouvelle-Calédonie avait voté non à ce traité. Alors, ça a été évidemment un coup de tonnerre terrible dans l'histoire de l'Europe. Et alors, ça a été d'autant plus un coup de tonnerre qu'il était prévu que le troisième référendum ait lieu aux Pays-Bas le 1er juin, donc quelques jours après. Nous, c'était le 29 mai 2005. Le 1er juin 2005, les Néerlandais ont voté. Et comme les Français avaient voté non à 55%, ça a eu un effet d'entraînement sur les Néerlandais où les eurosceptiques ont pris appui sur le résultat français. Et les Néerlandais, donc le 1er juin, ont voté non à 62%. Alors évidemment, ça a été la déconfiture générale des européistes. Déconfiture telle qu'un certain nombre de pays qui avaient prévu de faire des référendums, aussitôt ont fait du rétropédalage. Le Portugal, la Pologne, le Danemark, l'Irlande, le Royaume-Uni qui avaient prévu de faire des référendums, ouh là là, ils ont annulé leur référendum. Ils ont dit on verra, on va voir ce qui va se passer. Mais ils ont annulé le référendum en repoussant à plus tard. Et puis la République tchèque et la Suède, qui avaient prévu de faire un référendum, ils ne l'ont pas annulé formellement, ils ne l'ont jamais tenu. Voilà. Et donc tout le monde s'est dit il va falloir trouver une solution. Voilà. Et le processus a continué quand même un petit peu, comme un canard sans tête qui continue à courir. Bon, mais il y a eu encore un certain nombre de pays de l'Est qui ont continué à signer et ratifier, puisque les européistes pensaient qu'ils allaient faire pression sur la France et sur les Pays-Bas pour qu'ils reviennent en arrière sur leur vote. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe avec les européistes. Lorsqu'il y a un référendum qui vote non, eh bien, il faut faire revoter les peuples jusqu'à ce qu'ils votent oui. Ça a été fait avec les Danois, ça a été fait avec les Irlandais, ça a été fait avec les Norvégiens, sauf qu'au deuxième référendum d'entrée dans l'Union européenne, les Norvégiens ont de nouveau voté non. Et c'était le projet vis-à-vis des Français et des Néerlandais. Alors, le problème qui s'est passé, c'est que un certain nombre d'observateurs, notamment en France, ont fait savoir que c'était pas possible, que les esprits avaient été tellement échauffés qu'il était impossible d'organiser un nouveau référendum en France où on aurait mieux expliqué la situation aux Français. Et donc, à partir de ce moment-là, la suite des événements, ça a été quoi? C'est qu'on était en 2005. Il a été décidé d'attendre 2 ans, de ne plus en parler, de mettre ça au réfrigérateur pendant 2 ans. Les européistes considérant qu'il allait y avoir l'élection présidentielle en France en 2007, et Nicolas Sarkozy, qui avait été un ardent partisan du oui, partant en pole position pour succéder à Chirac à l'Élysée, avait lancé cette idée absolument cynique et pernicieuse de dire en fait on va signer et ratifier un nouveau traité, un mini-traité. Donc l'idée de Sarkozy, qu'il a vendue aux autres chefs d'État et de gouvernement européistes, c'était de dire laissez-moi me faire élire à l'Élysée et moi je serai d'accord pour qu'on fasse un mini-traité. Il avait d'ailleurs dans sa profession de foi pour l'élection présidentielle de 2007 inscrit, alors en toute petite note sur la profession de foi, qu'il organiserait, il ferait un nouveau traité européen. Voilà. En réalité, les électeurs français ont voté pour Sarkozy en 2007 parce qu'il était le candidat de la droite, parce qu'il était porté par les médias, parce que face à lui, il avait Ségolène Royal qui avait fait quand même un certain nombre de bourdes homériques et historiques. Et donc les Français, lorsqu'ils ont voté au deuxième tour en 2007 entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, il n'y en a pas eu 1 sur 100 qui s'est dit « je vais voter pour Sarkozy parce qu'il veut un nouveau traité européen ». Ils ont voté pour Sarkozy contre Ségolène Royal, tout simplement. Donc c'est en fait une arnaque dont s'est ensuite prévalu Nicolas Sarkozy sur le thème « mais non, je suis tout à fait légitime pour adopter un nouveau traité puisque j'ai jamais mentionné ça dans ma profession de foi ». Qu'est-ce que c'est que ce nouveau traité ? Il a fait l'objet de négociations. Il a débouché en 2008 sur ce que l'on a appelé le traité de Lisbonne.
lequel traité de Lisbonne a repris en fait toute la constitution européenne de Giscard, qui avait été rejetée par les Français, mais en faisant deux traités, le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en reprenant en fait des traités antérieurs, alors que justement la démarche de Giscard, ça avait été de tout rassembler en un seul traité. Donc Sarkozy revient à l'idée de deux traités, le TUE et le TFUE, un traité de l'Union européenne, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celui que j'appelle le TU et le TFU, pour bien mémoriser. Et puis, il a été enlevé, ici ou là, quelques petits points de détail qui pouvaient faire sursauter certains esprits considérés comme nationalistes. Par exemple, l'idée de l'hymne national, l'idée du drapeau bleu aux étoiles d'or ont été enlevées de ces traités. Il y a eu aussi l'idée d'introduire plus de démocratie, donc une espèce d'initiative citoyenne où les citoyens européens peuvent faire des pétitions pour demander à Sa Majesté la Commission européenne de bien vouloir examiner tel ou tel sujet. C'est une fausse fenêtre, comme Nicolas Sarkozy était le champion des fausses fenêtres. Il a fait la réforme de la Constitution française avec notamment le pouvoir de destituer le président de la République, mais les conditions qui ont été conçues à l'époque sont tellement difficiles à rassembler qu'il est quasiment impossible de destituer le président de la République. Il est plus facile en France de changer la Constitution que de destituer le président de la République. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu l'idée de Sarkozy qu'il a vendue aux autres d'avoir dans le traité de Lisbonne un droit de pétition pour avoir la possibilité que la Commission s'intéresse à un sujet qui concerne les citoyens européens. Mais là aussi, d'abord, il faut je ne sais plus combien, 1 million ou je ne sais pas quoi, qui correspond à un certain nombre d'États. Et puis de toute façon, la Commission européenne, une fois qu'elle a cette pétition, ben elle en fait ce qu'elle en veut, quoi. Voilà. Donc ça fait partie de ces fausses fenêtres. Il a été aussi décidé que chaque pays aurait un commissaire européen. Il a été décidé que le ministre des Affaires étrangères ne porterait pas le nom de ministre des Affaires étrangères, mais celui de haut représentant à la politique étrangère, comme c'était le cas avant. C'est-à-dire, en fait, toutes ces espèces d'inventions sémantiques, de nouveaux mots qui avaient été inventés par Giscard pour aller dans la direction des États-Unis d'Europe, pour aller montrer qu'on était en train de constituer un État, tout ça avait été retiré, ce qui ne changeait strictement rien au fond d'ailleurs de la question. Ça s'est fait d'ailleurs avec beaucoup d'hostilité d'un certain nombre d'États. Et notamment, il y a eu beaucoup d'États qui ont décidé que dans ce traité de Lisbonne, il y aurait des déclarations interprétatives de toute une série d'États. Et notamment, donc, chaque État, pas tous, mais il y a beaucoup d'États qui ont mis leur grain de sel en disant « moi, je comprends le traité comme ci, moi, je comprends le traité comme cela ». Par exemple, il y a la fameuse déclaration 52 qui a été annexée au traité de Lisbonne, où l'on apprend qu'il y a toute une série d'États qui considèrent qu'ils veulent garder le drapeau bleu aux étoiles d'or, l'hymne européen, etc. Regardez le texte de cette déclaration 52. La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie déclarent que le drapeau représentant un cercle de 12 étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne tiré de l'Ode à la joie de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven, la devise unie dans la diversité, l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne et la journée de l'Europe le 9 mai continueront d'être pour eux les symboles de l'appartenance commune des citoyens à l'Union européenne et de leur lien avec celle-ci. Voilà. Donc vous voyez cette déclaration 52 qui montre que... Alors la France, Nicolas Sarkozy s'était dit on va retirer ça parce que finalement ça n'a pas beaucoup d'importance, pour faire plaisir aux Français, hein, pour pas les mettre en colère, ça n'a pas grande importance. En revanche, vous voyez, il y a une ribambelle d'États qui ne l'ont pas entendu de cette manière et qui ont dit que eux, de toute façon, ils continueraient. Soit dit en passant d'ailleurs, la France, qui était à l'origine du refus de mettre ces insignes et ces hymnes, l'hymne national, le drapeau et la devise, etc., dans le traité, si vous êtes en France, vous voyez qu'il y a quand même des drapeaux bleus aux étoiles d'or absolument partout et que l'on fête le 9 mai. C'est-à-dire que, en fait,
les Français, même sur ce point de détail, ont été roulés dans la farine. Et Macron lui-même utilise constamment le drapeau bleu aux étoiles d'or, fait le 9 mai. Comme si, en fait, les concessions minimes qu'avait faites Sarkozy, en fait, étaient nulles et non avenues. Il y a d'ailleurs le mouvement européen France qui régulièrement demande à ce que la France soit d'accord et à son tour ratifie la déclaration 52. Ce qui vous montre à quel point, en fait, on ne tient pas compte de la vie des peuples. Il y a un autre exemple qui est intéressant à noter. C'est la déclaration 61, qui a été ajoutée au traité de Lisbonne, qui est la déclaration de la République de Pologne sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Celle-ci n'ayant pas été intégrée au traité, mais ayant été mise en annexe. Et donc, selon cette déclaration 61, la Pologne a fait inscrire la charte, donc la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne porte atteinte en aucune manière au droit des États membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille, ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine, physique et morale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est en 2008. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était il y a 17 ans, la Pologne était encore... Elle a évolué depuis, mais pas trop, mais elle a quand même un peu évolué. Mais la Pologne était encore sous l'emprise mentale de Jean-Paul II, qui était décédé en 2005. La Pologne était encore extrêmement catholique, même si aujourd'hui l'Église catholique, le poids de l'Église catholique diminue en Pologne. Il reste important, mais il a diminué quand même sensiblement. Et donc la Pologne voulait, par cette déclaration, montrer que la Charte des droits fondamentaux ne s'appliquerait pas à elle. Et quand il parle de moralité publique, ça voulait dire que très précisément, le gouvernement et les autorités polonaises ne voulaient pas qu'on les oblige à faire des campagnes LGBT, par exemple. C'est ça qu'ils avaient à l'esprit en 2008. Et donc, ça veut donc dire au passage que vous savez qu'aujourd'hui, il y a très régulièrement des procès d'intention ou des leçons de morale qui sont données au gouvernement polonais ou qui est régulièrement menacé qu'on lui retire d'ailleurs telle ou telle de ses subventions parce que, justement, il y a des politiques qui sont jugées discriminatoires à l'égard des LGBT, en disant que c'est contraire aux valeurs européennes. Il y a notamment M. Clément Beaune, ancien ministre français, qui était allé en Pologne, il était ministre des Affaires européennes, il est allé critiquer, ramener sa fraise sur telle ou telle affaire, justement au sujet des LGBT. Très récemment encore, on a vu aussi Madame Mathilde Panot et Madame Manon Aubry de LFI, qui sont allés en Pologne pour distribuer des pilules contraceptives du lendemain en disant que c'était scandaleux, que c'était contraire aux valeurs européennes. Mais tous ces gens, M. Beaune, Madame Panot, Madame Aubry, ils oublient tout simplement qu'en termes de droit international, justement, la Pologne avait vu le coup venir et avait fait inscrire cette déclaration 61. Ce qui prouve au passage que ces textes internationaux, en fait, n'ont que le poids qu'on veut bien leur accorder et que les européistes, les acharnés les pro-LGBT, les acharnés pro-IVG, les acharnés pro-féministes, etc., se moquent éperdument, en fait, de la souveraineté nationale des autres. Ils imposent ce qu'ils appellent les valeurs européennes, qui sont en fait des valeurs d'ingérence dans les affaires intérieures des autres États, ni plus ni moins, en définitive. Un autre exemple, et ce sera le dernier exemple de ces évolutions, je vous montre ici un texte qui est tiré du site du Parlement européen sur le traité de Lisbonne et qui expliquait, à l'époque, au moment de la signature et de la ratification du traité de Lisbonne, ce qu'il allait apporter. Et regardez, écoutez ce texte. Parmi les avantages du traité de Lisbonne, il y aurait davantage d'écoute des citoyens. Et voilà l'argument. Seule institution de l'Union européenne à être élue directement par les citoyens et les citoyennes. Le Parlement européen a les moyens et même le devoir de demander des comptes aux autres institutions. Il est le gardien de la Charte des droits fondamentaux intégrée au traité de Lisbonne, tout comme l'est la nouvelle procédure de l'initiative citoyenne, c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur la pétition, qui permet à la population de demander l'élaboration de nouvelles propositions législatives dès lors qu'1 million de personnes ont signé une pétition à cet effet. Voilà. Vous voyez avec le recul du temps, ces textes à 17 ans d'âge, vous voyez avec le recul du temps à quel point tout ça c'est du baratin.
à quel point, en fait, l'Union européenne n'écoute absolument pas les citoyens. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. En réalité, nous avons une structure qui, depuis 17 ans, est apparue et apparaît chaque mois un peu plus dictatoriale, totalitaire, n'écoutant absolument pas les peuples. De la même façon, par exemple, que le droit de codécision du Parlement qui a été ouvert aux questions agricoles, les agriculteurs français sont en train de disparaître à vive allure. Il y en a la moitié d'entre eux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est pas le fait qu'il y ait eu un processus de codécision accordé au Parlement européen qui a changé quoi que ce soit à la situation. Alors, tout ça, 20 ans après, hein, c'est comme dans les Trois Mousquetaires. Nous sommes 20 ans après le référendum du 29 mai 2005 qui a rejeté, où le peuple français a rejeté la Constitution européenne. Quel est le bilan que l'on peut faire de ces 20 ans et quels sont les enseignements que l'on peut en tirer? Le bilan, il est vite fait, je viens de le faire, c'est une catastrophe. Toutes les promesses qui avaient été faites pour la Constitution européenne et ensuite par Sarkozy avec son mini-traité, plus exactement les 2 traités, ont montré que c'était vain, je viens de le montrer, et que la situation est de plus en plus catastrophique. L'Union européenne est de plus en plus dictatoriale. L'Union européenne nous entraîne vers la guerre contre la Russie. L'Union européenne nous a entraînés vers les injections forcées à RNM. L'Union européenne surveille de plus en plus les citoyens. L'Union européenne n'a pas dit un mot sur la destruction de Nord Stream par les Américains. L'Union européenne est en train de bénir la destruction, l'autodestruction de l'industrie allemande, notamment à cause des questions énergétiques, mais aussi de l'industrie française, avec ce marché de l'électricité européen qui est dément. L'Union européenne est en train d'amener l'ensemble de l'industrie automobile européenne à la destruction avec le dispositif visant à l'interdiction des moteurs thermiques à partir de 2030, enfin, etc., etc. Le désastre est absolument consommé. Ça, c'est le bilan 20 ans après. Ceux qui, comme moi, et comme 55% des Français de l'époque, ont voté non à la Constitution européenne, avaient raison de voter non. Ça, c'est la première chose. Le deuxième bilan, c'est que depuis cette époque, la construction européenne est frappée d'une totale illégitimité. Parce que la manipulation de Sarkozy, qui a, sous une manipulation sémantique en disant qu'il y aurait 2 traités, un mini-traité, en enlevant quelques petits points-virgules ici ou là, en ne parlant plus du drapeau, mais alors qu'on a du drapeau européen partout, ne s'attaquant pas au vif du sujet, en réalité, tout ça est frappé d'illégitimité. Je ne dis pas que c'est illégal, je dis que c'est illégitime, que la construction européenne, depuis 2005, et tous les historiens qui étudieront cette période dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, dateront de 2005, le début d'un divorce qui n'a fait depuis lors que s'aggraver entre la population et la construction européenne. Jusqu'en 2005, la construction européenne, on peut dire, faisait encore rêver. Depuis 2005, elle fait cauchemarder, et de plus en plus. C'est le deuxième enseignement que l'on peut tirer. Et puis il y a un troisième enseignement que l'on peut tirer, que moi j'ai tiré d'ailleurs 2 ans après, en créant le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, j'ai créé l'Union populaire républicaine, pour appeler les Français à sortir de l'Union européenne qui n'est pas réformable. Et je l'ai fait d'ailleurs avant même que ne soit signé et ratifié le traité de Lisbonne. Et je l'ai fait, et ça c'est absolument fondamental à comprendre, j'ai voulu créer un parti politique qui est d'ailleurs ce qu'il est, qui est en fait un parti qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche. Et ça, toutes les personnes qui m'écoutent doivent vraiment réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce référendum de 2005 ? Si le non l'a emporté, c'est qu'il y a eu dans les urnes le mélange des voix des gens qui votaient traditionnellement pour Jean-Marie Le Pen, ceux qui votaient pour Philippe de Villiers, ceux qui votaient pour Charles Pasqua,
qui se sont retrouvés à dire non, comme ceux qui votaient pour Arlette Laguillet, comme ceux qui votaient pour le Parti communiste français, ou comme ceux qui votaient pour une partie du Parti socialiste français, notamment les Fabiusiens. Ça veut donc dire, et ça c'est absolument fondamental à comprendre, que s'il y a pu y avoir une majorité qui a rejeté la mainmise de l'Europe, cette majorité, elle est venue par fongibilité, comme on dit, c'est-à-dire par un mélange des voix de droite et des voix de gauche. Et c'est l'analyse que j'ai faite sur le coup, et c'est l'analyse qui m'a permis et qui m'a incité à créer l'Union populaire républicaine, parce que cette analyse-là, on la retrouve tout au long de notre histoire de France, et en particulier lors de la création du Conseil national de la résistance en 1943. Je rappelle que lorsque la France a été envahie et submergée par l'Allemagne, il y avait des résistances qui se sont manifestées. Des résistances communistes, des résistances de droite, des résistances de l'extrême droite, de la cagoule, des gaullistes, qui étaient en fait éparpillés. Et le Conseil national de la résistance, qui a tenu sa première réunion le 27 mai 1943, sous la houlette de l'envoyé de Gaulle, De Gaulle étant à Londres, mais l'envoyé de Gaulle étant Jean Moulin, ce Conseil national de la résistance a fédéré les résistances pour créer la résistance avec un grand R. Et dans cette résistance avec un grand R, eh bien, il y avait des Français venus de tous des endroits, notamment venant de la droite et venant de la gauche. Regardez cette photo qui a été prise un petit peu plus tard en 1944, après la mort de Jean Moulin. À l'époque, il est présidé par Georges Bidault, qui donc a succédé à Jean Moulin. Et dans ce Conseil national de la résistance, eh bien, il y a des Français venus de tous les horizons. En particulier, Pierre Villon, de ce qui était à l'époque le Front national de la résistance, rien à voir avec le Front national de Jean-Marie Le Pen créé en 1972. Là, c'était en fait créé par le Parti communiste français. Pierre Villon était un communiste qui a d'ailleurs été l'un des principaux rédacteurs du programme du CNR. Il y avait Roger Coquoin d'une organisation qui s'appelait Ceux de la Libération, qui était un des organismes de résistance situé à gauche, Jacques Lecomte-Boinet pour Ceux de la Résistance, Charles Laurent pour Libération Nord, Pascal Copeau pour Libération Sud, Jacques-Henri Simon pour Organisation civile et militaire, Ginette Cros pour le Fonds patriotique de la jeunesse, Claude Bourdet pour Combat et Eugène Claudius Petit pour Franc-Tireur. C'étaient les 8 grands mouvements de résistance. Ici étaient ajoutés les représentants des 2 grands syndicats d'avant-guerre qui s'étaient reconstitués dans la clandestinité, Louis Saillant pour la CGT, Gaston Tessier pour la CFTC. Et il s'y étaient ajoutés les représentants de 6 principaux partis politiques de la Troisième République, André Mercier pour le Parti communiste français, l'extrême gauche communiste, André Le Troquer pour la SFIO, la gauche socialiste, Marc Rucard pour le Parti radical, Georges Bidault pour le Parti démocrate populaire, qui était la démocratie chrétienne, Joseph Laniel pour l'Alliance démocratique, la droite modérée et laïque, Jacques de Bubridel pour la Fédération républicaine. Il s'était d'ailleurs ensuite ajouté à la demande d'ailleurs de Charles de Gaulle des représentants de la cagoule, c'est-à-dire de l'extrême droite, mais une extrême droite anti-allemande et anti-hitlérienne. Cet enseignement-là, il est fondamental à comprendre. Il explique pourquoi j'ai créé un parti politique qui s'est situé d'emblée au-dessus du clivage droite-gauche. Parce que si l'on veut que la France se libère un jour de la prison européenne, nous devons absolument rassembler des Français de droite et de gauche, parce que seul ce rassemblement permettra d'atteindre la majorité. Or, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il se passe qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une résistance, nous avons des résistances. Nous avons aujourd'hui des forces qui font absolument tout pour empêcher l'UPR de fédérer autour d'elle ces résistances. Ça pourrait être d'ailleurs quelqu'un d'autre que moi,
Mais il se trouve que je suis celui le plus ancien, celui qui fait les meilleurs scores, et que les autres qui se sont créés ne fédèrent pas davantage que moi, même moins. À partir du moment où vous avez une pléthore de mouvements qui appellent plus ou moins au Frexit, ici et là, mais qui, dans le même mouvement, appellent à faire l'union des droites, c'est le cas de M. Dupont-Aignan, ou le cas de M. Philippot, qui appellent à faire l'union des droites, comme d'ailleurs Madame Marion Maréchal, ou comme d'ailleurs M. Zemmour, ou Madame Knafo. Madame Knafo, elle veut faire l'union des droites avec Retailleau, et puis éventuellement avec Bardella. Mais alors Philippot et Dupont-Aignan, qui veulent faire l'union des droites avec Knafo, Zemmour, par transitivité, ils vont faire l'alliance avec Retailleau, et puis avec Bardella, qui finalement, Retailleau étant proche de Macron. C'est quoi ce truc ? Il faut bien comprendre que le Conseil national de la résistance en 1943-44, qui a créé la résistance, qui a permis à la France d'être dans le camp des vainqueurs, d'avoir notamment un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, de participer à la signature de la reddition sans condition de l'Allemagne, c'est bien parce qu'il y avait eu une fédération des résistances derrière Charles de Gaulle. Mais il n'y avait pas, parmi les résistants, des gens qui disaient « Oui, je suis résistant, mais je veux faire l'union des droites. Je veux faire l'union des droites avec Pétain, avec je sais pas qui. » De la même façon qu'il n'y avait pas des gens qui allaient faire la résistance avec l'union des gauches. Je rappelle que beaucoup de collabos, d'ailleurs, venaient de la gauche. Des gens comme Marcel Déat ou Jacques Doriot, qui étaient des gens, ou même Pierre Laval, qui était un radical plutôt de gauche à l'origine. De telle sorte qu'aujourd'hui, ceux qui militent à la fois qui sont des souverainistes, mais qui sont pour l'union des droites, en fait, contribuent à maintenir la situation en l'état. J'ai déjà dit 50 fois que le Rassemblement national ou M. Zemmour, Mme Knafo, en fait, ils veulent rester dans l'Union européenne et dans l'euro. On va quand même pas, nous, faire alliance avec des gens qui veulent rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. C'est quand même clair. De la même façon, à gauche, vous avez des mouvements très à gauche. Je pense au Parti pour un renouveau communiste français, qui est un tout petit parti qui est communiste maintenu, avec à l'intérieur Mme Annie Lacroix, que je connais bien. Je lui avais proposé d'être sur notre liste aux européennes. Ils ont refusé. Ils ne veulent pas nous voir, ils ne veulent pas avoir de relation avec nous. Ils veulent, par exemple, au moment des européennes en 2024, Mme Annie Lacroix, à qui j'avais proposé d'être sur notre liste, a dit non, et le Parti pour un renouveau communiste français a appelé à l'abstention. Parce qu'ils ne veulent pas frayer avec des gens dits de droite, parce qu'ils considèrent que je suis de droite, de même que les gens de droite considèrent que je suis de gauche. C'est de ça qu'est en train de crever la France. Parce qu'en 1943-44, les gens de droite, les gens de gauche ont compris la gravité de la situation et se sont dit « il faut mettre ça de côté, il faut tous se fédérer dans l'objectif de reconquérir notre souveraineté et notre indépendance nationale ». Alors que ceux qui me parlent de l'union des droites ou qui me parlent de l'union des gauches avec quelqu'un comme Mélenchon, en fait, ils n'ont pas compris la situation. En fait, ils ne comprennent pas la situation. Je le vois d'ailleurs. Je lis sur les débats, je lis sur les commentaires des lecteurs. Il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument faire l'union des droites avec Marine Le Pen, Zemmour, pour sauver la France. Ils n'ont toujours pas compris, par exemple, que la politique migratoire est fixée par l'Union européenne. Ils n'ont pas compris que Mme Meloni s'est fait élire en disant qu'elle allait arrêter les questions migratoires, alors qu'en fait, elle a augmenté le nombre de migrants. Ils ne comprennent pas que tant que nous sommes sous la tutelle d'institutions supranationales, nous ne pourrons rien changer. On touche ici du doigt l'extrême gravité de la situation, et c'est ça le véritable enseignement du 20e anniversaire du référendum de 2005. C'est que si l'on continue comme ça, la France va mourir. C'est aussi simple que ça. L'enseignement essentiel du référendum de 2005, 20 ans après, c'est que nous devons tous nous fédérer au-dessus du clivage droite-gauche. Il faut arrêter que les gens de gauche traitent ceux qui veulent sortir de l'Union européenne de fachosphères. Il faut arrêter que les gens de droite
traite les gens de gauche de islamo-gauchias. C'est ça que je vois en permanence sur les réseaux sociaux. Mais comme ça, on est sûr d'une chose, c'est que ça favorisera la destruction de la France et la mainmise des forces oligarchiques euro-atlantistes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis interdit d'antenne. C'est la raison pour laquelle tous les médias ne cessent que de parler du clivage droite-gauche, comme si c'était le point fondamental, pour entretenir les Français dans l'illusion que le problème, c'est le clivage droite-gauche, alors que le vrai problème, ça n'est pas le clivage droite-gauche. Aujourd'hui, il reviendra. Le vrai clivage aujourd'hui, c'est entre ceux qui acceptent le fait que la France est devenue une province subordonnée à des forces transnationales qui siègent à Bruxelles, à Francfort et à Washington, et ceux qui ne l'acceptent pas. De la même façon qu'en 1943, le clivage essentiel, c'était pas entre la droite et la gauche, c'est revenu ensuite. Le clivage essentiel en 1943, c'était entre ceux qui acceptaient que la France soit devenue une puissance subordonnée à l'Allemagne hitlérienne et ceux qui ne l'acceptaient pas. Je terminerai cette vidéo absolument essentielle à comprendre sur le fait que nous, à l'UPR, nous ne nous contentons pas de déplorer une situation. Nous avons créé un mouvement politique qui attire des gens de droite et d'extrême droite, de gauche et d'extrême gauche, des gens de toutes les origines sociales, de toutes les origines religieuses, ethniques, sociologiques, des Français depuis 50 générations et des Français depuis 0 génération, des immigrés récents et des Français de souche. Tous ceux qui veulent libérer la France. Et nous avons un véritable programme. Nous ne nous contentons pas de déplorer la situation. Parce qu'au cours de ces brefs rappels qu'il va y avoir pour ce 20e anniversaire du référendum de 2005, on va voir de nouveau des gens déplorer la situation. Moi, je vois d'ailleurs beaucoup de gens qui passent leur temps à déplorer la situation. Mais il faut voir que ça a quelque chose de complètement désespérant. Est-ce que vous imaginez un médecin, un groupe de médecins, qui, devant un patient, lui dirait année après année « Oh là là, ce que vous avez est très grave, c'est très très grave, c'est très grave, c'est extrêmement grave, c'est immensément grave », sans jamais lui donner une solution. Quand je vois un certain nombre de responsables d'autres partis politiques qui dénoncent la question européenne, quand je vois des essayistes politiques, des journalistes même parfois qui dénoncent les méfaits de la construction européenne qui, il est vrai, sont devenus flagrants, mais jamais ils ne proposent la solution. C'est quoi la solution ? Lorsque je vois M. Mariani encore, du Rassemblement national, qui fait une vidéo pour s'indigner de la situation de l'agriculture qui est en train de torpiller l'Union européenne, il a raison de le faire, mais c'est quoi la solution ? Il reste au Rassemblement national qui ne veut pas sortir de l'Union européenne. Lorsque je vois des journalistes, des responsables politiques, des essayistes, jour après jour, dénoncer la question européenne, mais qu'ils ne viennent pas à l'UPR. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas chez nous ? Parce qu'ils ont peur d'être blacklistés dans les médias, c'est ça ? Mais il y a un moment à partir duquel il faut passer aux solutions. Or, nous, à l'UPR, nous avons les solutions. Contrairement à ce qu'une rumeur urbaine a voulu faire croire, il y a des gens qui pensent qu'à l'UPR, nous n'avons qu'une seule idée, c'est de sortir de l'Union européenne. Ce sont des gens qui n'ont jamais regardé notre programme politique, qui est le programme le plus complet de tous les partis politiques français, le plus précis, mais également le programme qui est le seul applicable, puisque justement, les mesures de sauvegarde de la France ne peuvent être prises que dans le cadre de la sortie de l'Union européenne, de la sortie de l'euro et de la sortie de l'OTAN. Nous avons des solutions pour résoudre la dette française et l'endettement français. Je l'ai déjà expliqué. La sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la suppression des régions, la division par 2 du nombre de députés, de sénateurs, de conseillers départementaux, la suppression des subventions
aux journaux, des subventions aux associations contournant la loi, la suppression des subventions aux grandes entreprises. Tout ceci rapportera des centaines de milliards d'euros au budget de l'État. S'agissant des entreprises, d'ailleurs, nous pourrons supprimer ces subventions parce que, justement, nous serons sortis de l'euro et de l'Union européenne et que donc les entreprises n'auront plus la concurrence insupportable des entreprises venues des pays à très très bas coût de salaire et qu'elles ne pourront plus non plus délocaliser. Parce que nous leur redonnerons une capacité à être compétitives sur leur marché intérieur. Nous avons des solutions sur la guerre. Nous voulons sortir de l'OTAN. Nous ne voulons pas faire la guerre à la Russie. Nous ne voulons pas que la France s'engage dans un processus qui pourrait entraîner notre destruction. Nous avons la solution. Nous avons la solution aussi sur la concorde nationale. J'ai déjà expliqué que nous sommes contre le communautarisme, que nous voulons favoriser l'entente entre l'ensemble des Français, que nous voulons que les Français puissent être certains que la France restera la France. Nous sommes le seul parti politique français qui propose de marier les deux à la fois. Les Français veulent que la France reste une république laïque, mais pour autant les Français ne veulent pas que la France perde ses origines et perde son identité nationale qui a été forgée par 1500 ans de christianisme. Nous sommes le seul parti politique à proposer d'inscrire dans la Constitution française que la France est une république laïque, ça c'est déjà inscrit, mais on y ajoute de traditions chrétiennes. J'ai déjà expliqué que tous les Français, y compris les Français d'origine immigrée d'Afrique qui sont musulmans, il y en a énormément qui nous approuvent sur ce sujet, parce que la France doit défendre son identité nationale, et d'autant plus d'ailleurs qu'elle respectera l'identité nationale, culturelle, civilisationnelle des autres peuples du monde. Parce que, en définitive, si j'écoute l'extrême droite ou si j'écoute l'extrême gauche, c'est quoi leur programme politique? C'est quoi le programme de monsieur Zemmour? Si j'ai bien compris, il a dit qu'il y avait 25 000 étrangers dans les prisons françaises. Il allait donc chasser les 25 000 étrangers, les envoyer à l'étranger. Mais il fait comment? Il fait comment s'il y a les autres pays étrangers refusent de les reprendre? Il leur fait la guerre? Moi, sur ces questions, j'ai dit que nous devons arrêter l'immigration. Et ça veut dire sortir de l'Union européenne, puisque l'Union européenne nous impose 4 millions de migrants supplémentaires par an. Ce que M. Zemmour, Mme Knafo, ou M. Bardella, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan ne disent jamais. Ils veulent rester dans l'Union européenne, qui nous impose 4 millions de migrants par an. Et au même moment, ils tiennent des propos qui poussent à la guerre civile. Et ce que je dis là de l'extrême droite, je pourrais le dire de la même chose de l'extrême gauche. Il veut quoi, M. Mélenchon, LFI et Mme Hassan et M. Émeric Caron? Ils veulent quoi, en définitive? Ils veulent vraiment leur projet politique, c'est une guerre civile en France entre les musulmans d'un côté, les juifs de l'autre, et puis les Français entre les deux. C'est ça qu'ils veulent? Parce que tout ce petit monde veut rester dans l'Union européenne, qui d'ailleurs nous impose des politiques étrangères. Nous avons la solution aussi sur la question du Moyen-Orient. Nous avons la possibilité de revenir à la politique gaullienne, revenir aux intérêts de la France. Je l'ai déjà expliqué 50 fois sur nos solutions au sujet du Moyen-Orient. Nous voulons que la France sorte de l'Union européenne et de l'OTAN parce que c'est un bloc sous domination des États-Unis d'Amérique, qui est une puissance en déclin et qui est en train de nous entraîner à un choc civilisationnel, frontal et guerrier avec l'ensemble des pays de ce que l'on appelle aujourd'hui le Sud global. Nous avons la vision géopolitique et nous nous donnons les moyens de revenir à la France souveraine, libre et indépendante qui était celle que Charles de Gaulle avait bâti pour nous. Voilà les enseignements, au bout de 20 ans, après le référendum du 29 mai 2005.
Je m'adresse ici à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent pour qu'ils réfléchissent en conscience à ce que je viens de dire. Je n'ai pas d'intérêt personnel dans cette affaire. Je commence à avoir l'âge où normalement on part à la retraite. Je pourrais dire, écoutez, maintenant ce sont des affaires qui ne me concernent plus. Je vais prendre une heureuse retraite, je vais aller me mettre sous les cocotiers. Non, je ne le fais pas parce que je me bats pour mon pays. Je me bats pour la France. Je me bats pour que nous puissions sauver ce pays qui est en train d'être détruit. J'appelle ici toutes celles et tous ceux qui ont un peu de discernement, qui commencent à comprendre la situation dans sa profondeur et dans sa gravité. Je les appelle solennellement, à l'occasion de ce 20e anniversaire, de rallier le premier parti politique français à avoir proposé le Frexit, de celui qui obtient les plus forts nombres de vues sur Internet, le seul qui soit totalement invisibilisé dans les grands médias du système, et celui qui obtient les meilleurs scores aux élections comme aux élections européennes de 2024. Nous sommes arrivés premiers. Je rappelle au passage que M. Dupont-Aignan n'a pas été en mesure de présenter une liste aux européennes. Je demande à toutes celles et tous ceux qui croient encore dans la France de venir à l'Union populaire républicaine, quelles que soient leurs convictions, leurs origines, leur prise de position de droite ou de gauche, dans ce nouveau Conseil national de la résistance que j'ai créé tel quel, et c'est même mentionné dans la charte fondatrice que nous avons signée, les membres fondateurs de l'UPR, le 25 mars 2007. Vive l'Union populaire républicaine et vive la France. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.